Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler de la suspension du FCPA par Donald Trump avec Sophie Peter, avocate au sein d'Auguste Debouzy. On parlera ensuite de la proposition de taxation du grand patrimoine pour financer l'effort de défense européen avec Olivier Jeanneret, avocat associé chez Arsène. Et enfin, on parlera de l'articulation complémentaire entre le RGPD et le règlement sur l'intelligence artificielle avec Noé Marmonnier, avocat fondateur de NMA Law Firm. Voilà pour les titres. Lex Insight, c'est parti. Pour commencer cette émission, on va parler de la suspension du FCPA par Donald Trump avec mon invitée Sophie Peter, avocate chez Auguste Debouzy. Sophie Peter, bonjour. Bonjour. Pour débuter donc cette émission, on va parler du FCPA et de sa suspension par Donald Trump. Pouvez-vous nous présenter ce décret présidentiel qui ordonne donc la suspension temporaire du FCPA ? Oui, bien sûr. Alors, avant de parler de la suspension, juste quelques mots sur le FCPA, donc le Foreign Corrupt Practices Act, qui est une loi absolument emblématique américaine en matière de lutte contre la corruption. Donc le FCPA il date de 1977 et aujourd'hui, depuis le 10 février 2025, il est suspendu. Alors pourquoi cette suspension ? Parce que le président américain a considéré, et c'est ce qu'il explique dans ce fameux décret présidentiel, qu'aujourd'hui, cette loi, ce FCPA, est un frein à la compétitivité des sociétés américaines à l'international. Et il identifie notamment 3 secteurs clés. Le secteur des infrastructures, le secteur de l'énergie et des minéraux, et celui des ports en eau profonde. Et pour ces raisons de compétitivité, notamment dans ces secteurs-là, il a décidé de suspendre l'application du FCPA pour une durée limitée de 6 mois, renouvelable une fois. Alors très concrètement, comment ça se passe ? Le FCPA est suspendu et le DOJ américain, donc le Department of Justice, qui est l'équivalent du ministère de la Justice aux États-Unis, a pour obligation de mettre un terme aux enquêtes et aux poursuites pendant cette durée de suspension et de revoir toutes les politiques en place en matière de FCPA. Alors cette décision soulève de nombreuses questions, on va essayer d'y voir plus clair. Est-ce que cette suspension marque-t-elle la fin du FCPA ou c'est simplement une redéfinition temporaire de ses priorités ? Alors c'est loin d'être la fin du FCPA, D'ailleurs, seul le Congrès peut abroger la loi en tant que telle. Mais par contre, effectivement, vous avez raison, c'est une suspension et une réorientation des poursuites du DOJ. Alors évidemment, aujourd'hui, on ne sait pas encore exactement quelle sera cette réorientation précisément, mais on connaît déjà quelques axes. On sait que le premier axe, c'est évidemment cette question de la compétitivité des sociétés américaines. Le deuxième point qui a été indiqué par le décret présidentiel, c'est éventuellement une protection ou en tout cas une exonération de certains secteurs d'activité. C'est des secteurs d'activité un peu clés dont on a parlé tout à l'heure, l'infrastructure, l'énergie, etc. Et puis le troisième axe éventuel, c'est celui de la criminalité organisée et du narcotrafic où les poursuites pourraient augmenter quand il y a des faits de corruption. On va aborder la question des conséquences. Concrètement, quelles sont les conséquences de cette suspension pour les entreprises ? Alors très concrètement, cette suspension ne signifie pas que les programmes de conformité peuvent ou doivent s'arrêter. Absolument pas. Par contre, ce que ça crée très concrètement, c'est une période d'incertitude, tout à fait, d'incertitude et surtout d'attente, parce que du coup, le monde entier, c'est peut-être une exagération, mais en tout cas, les entreprises sont dans une attente de cette redéfinition de la politique américaine et du FCPA. Alors, on va essayer d'en savoir plus sur le champ d'application. Concrètement, quelles sont les entreprises visées ? Uniquement les entreprises américaines ou plus largement ? Ça, c'est l'une des premières causes d'incertitude. En réalité, le décret présidentiel ne cible pas un type d'entreprise, une nationalité. Il ne dit pas clairement seules les entreprises américaines bénéficieront de cette exemption.
Mais quand on voit l'esprit de ce texte, on comprend que cette recherche de compétitivité américaine ne nécessite pas du tout que l'ensemble des poursuites visant des sociétés étrangères s'arrêtent. Et quand on regarde aujourd'hui ce que fait le DOJ en pratique, on se rend compte que effectivement, il y a des enquêtes et des poursuites concernant des sociétés américaines qui se sont arrêtées. Il n'en est pas forcément de même pour les sociétés étrangères et même les dirigeants étrangers qui sont poursuivis aux États-Unis sur le fondement du FCPA. Mais il y a des nuances parce qu'il y a également des sociétés étrangères, et je pense notamment à l'entreprise pétrolière Petronor, qui est un pétrolier norvégien, qui a bénéficié de ce décret présidentiel, et l'enquête s'est arrêtée. Et donc on voit aujourd'hui que jusqu'à nouvel ordre, c'est du cas par cas. Et donc il y a cette incertitude, et en tout cas il y a un risque accru pour les sociétés étrangères. Alors dans ce contexte, la question des délais de prescription peut être centrale. Compte tenu des délais de prescription du FCPA, la suspension temporaire par le décret, est-ce qu'elle réduit réellement les risques de poursuite des entreprises à moyen terme? Pas du tout. Alors pour revenir sur les délais de prescription, le délai de prescription du FCPA, de manière générale, il est de 5 ans, ce qui peut être prolongé, un peu comme en France, dans plein d'hypothèses. Et donc, concrètement, le délai de prescription peut être bien au-delà, aller au-delà de 5 ans et être de, par exemple, 8 ans. Et donc, quand on sait, et je ne vous apprends rien, la durée d'un mandat d'une administration américaine, elle est de 4 ans. Et donc, effectivement, il est tout à fait envisageable qu'une prochaine administration américaine décide de mettre un terme à la politique actuelle, initiée par le président Donald Trump, revienne sur cette position et choisisse d'engager des poursuites. Et donc, en réalité, aujourd'hui, cette suspension n'a pas d'effet, puisque elle a évidemment des effets concrets, mais les programmes de conformité doivent être maintenus, parce qu'il peut y avoir des poursuites dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans. Alors concrètement, les programmes de conformité doivent être maintenus. C'est l'attitude que doivent adopter les entreprises? Oui. Exactement, et c'est d'ailleurs ce qu'elles font en très grande partie. Les entreprises ont annoncé à la suite de cette suspension qu'elles maintiendraient leur politique en place, qu'elles attendaient les lignes directrices pour pouvoir éventuellement adapter leur politique aux États-Unis, mais effectivement, les programmes sont maintenus dans toutes les juridictions. Donc dans ce contexte-là, est-ce qu'il y a d'autres préconisations que vous faites aux entreprises? Alors, la première préconisation, c'est d'être extrêmement vigilant au regard des annonces qui seront faites par les autorités américaines, notamment par le DOJ, par la publication très attendue de ces nouvelles lignes directrices, mais également les choix de poursuivre ou effectivement de mettre un terme aux poursuites très spécifiques que peut prendre le DOJ. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue les autres autorités de poursuite, notamment en Europe. Je pense au SFO britannique, au PNF en France, ou encore aux autorités suisses qui ont d'ores et déjà annoncé qu'elles allaient augmenter la coopération et créer une task force pour peut-être quelque part venir répondre au vide qui est laissé par le DOJ dans le domaine de la lutte contre la corruption. Et la dernière chose, c'est qu'il faut anticiper les adaptations qui seront nécessaires pour les programmes de conformité. C'est possible ça d'anticiper ? Alors, évidemment, tant qu'on attend les lignes directrices, pas forcément, mais il y a des choses qu'on peut déjà faire. On sait déjà que le narcotrafic et la lutte contre la criminalité organisée seront centrales dans cette nouvelle disposition du FCPA, et donc on peut d'ores et déjà renforcer éventuellement les vérifications concernant les tiers qui peuvent être à risque. Ça, c'est quelque chose qui peut d'ores et déjà être fait. Et je conseille aux entreprises concernées de mettre en place ces vérifications. On va conclure là-dessus. Merci Sophie Peter. Je rappelle que vous êtes avocate au sein du cabinet Auguste Debouzy. Merci à vous. On poursuit ce Lex Inside et on va parler de la taxation du grand patrimoine pour financer l'effort de défense européen. On poursuit ce Lex Inside et on va parler de la taxation des plus riches, du grand patrimoine pour financer l'effort de défense avec mon invité Olivier Jeanneret, associé au sein du cabinet Arsène. Olivier Jeanneret, bonjour. Bonjour Arnaud.
Alors, l'Observatoire européen de la fiscalité, dirigé par l'économiste français Gabriel Zucman, a proposé de taxer à hauteur de 2 à 3% le patrimoine des plus riches pour financer l'effort de défense européen. Quels sont les précédents historiques de la taxation du grand patrimoine avant de parler de ce projet de réforme? Très bonne question, tout à fait d'actualité. Et en quelque sorte, c'est ce serpent de mer qui est l'imposition sur la fortune. C'est comme ça qu'on l'a connu il y a encore quelques années. Maintenant, c'est l'impôt sur la fortune immobilière. Avant, il y a eu l'IGF, l'imposition des grandes fortunes, sous le président Mitterrand. Mais même au début du XXe siècle, il y avait déjà des idées de taxation de la fortune, au-delà de la taxation des donations, des successions, qui est une autre façon de taxer la fortune naturellement. Donc on a eu des prémices, mais la réalité, la première fois où c'est arrivé dans notre système législatif, c'est en 81, après l'élection de François Mitterrand. Et donc on a eu après un va-et-vient en lien avec le va-et-vient politique, 81, 86, de nouveau en 89, puis des évolutions. La droite, au final, l'a conservé à un moment donné, l'a réformé. Il y a eu des questions de bouclier fiscal, il y a des questions de plafonnement. Ce sont un certain nombre de termes. C'est la sémantique qu'on a autour de l'impôt sur la fortune. Et voilà. Et donc la dernière grande réforme, c'était avec... elle s'est mise en œuvre avec l'élection, la première élection du président Macron. Et c'est cette transformation de l'impôt sur la fortune à l'impôt sur la fortune immobilière, où on est sur un rendement qui est moindre, une assiette qui est différente. Ce qu'il faut savoir, c'est intéressant aussi par rapport au débat qui est le nôtre, qui est qu'est-ce qu'on finance et pourquoi on a un tel impôt. C'est que l'impôt sur la fortune, en 2017, donc la dernière fois où il y a eu l'impôt sur la fortune, on est à peu près à 5 milliards de rendement. L'impôt sur la fortune immobilière, on est à 2 milliards, 2,5 milliards, et ça augmente en réalité chaque année. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'évolution du barème. On est toujours à 1,3 million pour rentrer dans l'impôt sur la fortune immobilière, mais les prix de l'immobilier augmentant sur les 6-7 dernières années, on est quasiment à 25-30% d'augmentation. Donc forcément, ça fait entrer de nouveaux contribuables dans cet impôt, ce qui fait que cet impôt rapporte de plus en plus. Mais il faut le mettre en perspective avec d'autres impositions sur le patrimoine, et notamment les impôts fonciers, qui représentent quasiment 30 milliards. Donc voilà, il faut savoir de quoi on parle ici et pourquoi on le fait. Alors, on va s'intéresser au projet d'impôt du grand patrimoine. Il y a plein de questions juridiques qui se posent. La première, c'est est-ce que ce projet est compatible avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel ? Alors, il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, sur la table, il y a une proposition de loi donc de certains députés, notamment et principalement des députés de gauche qui se sont appuyés sur les travaux de l'économiste Zucman. Et à côté de ça, il y a le gouvernement qui, aujourd'hui, réfléchit à son propre texte. Pourquoi il le fait ? Parce que naturellement, les angles d'attaque ne sont pas les mêmes. On est sur une mesure qui serait plus une mesure de rendement, côté écologiste. De mémoire, ce sont eux qui portent la primeur de ce texte-là, puisque les 2% qui sont aujourd'hui annoncés à partir de 100 millions de patrimoine sont censés rapporter, toujours regarder avec des pincettes, entre 15 et 25 milliards. Autant dire que la fourchette est grande, on est plutôt sur une fourche que sur une fourchette. Là où aujourd'hui le gouvernement planche sur un texte qui est plus symbolique en termes de rendement, puisqu'on devrait être à 1-2 milliards en fonction d'eux, et tout ça dépendra naturellement de l'assiette en la matière. Pourquoi ? Parce que sur la proposition de loi, l'assiette est large, elle touche tout le patrimoine, notamment le patrimoine professionnel, et on a ce seuil de 100 millions. C'est comme cela qu'ils essayent de justifier la constitutionnalité du texte. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que, donc, en droit français, le système français, il y a le Conseil constitutionnel qui doit s'assurer de la cohérence des lois avec la Constitution. Et il y a le principe d'égalité devant l'impôt. Alors, il y a le principe d'égalité devant l'impôt, et après, il y a des principes aussi qui sont tirés de l'Union européenne, notamment le droit de propriété, qui en est sûr. Et au-delà de ce principe d'égalité devant l'impôt, il y a le caractère confiscatoire de l'impôt. Et c'est pour ça que sur l'impôt sur le revenu, il a été dit, notamment si vous vous souvenez, il y a eu des décisions autour de l'élection, post-élection de François Hollande, le président Hollande, sur la taxe à 75%. Ça n'a pas pu être mis en œuvre tel qu'il l'avait imaginé initialement parce que c'était confiscatoire. Sur le revenu, on est à peu près aux 2 tiers, au-delà d'une imposition prise au sens large avec certains types de prélèvements, notamment la CRDS. On est aux 2 tiers. Sur l'imposition sur le patrimoine, il y a moins de décisions. Nécessairement, il n'y a pas chaque année rebelote des questions autour de ces textes-là. Et on en arrive en réalité à une obligation de plafonnement de l'impôt
si on atteint un taux qui est trop important, qui fait que le revenu disponible ne permet pas de couvrir l'impôt qui est demandé. Et c'est d'ailleurs là où, entre la proposition de loi donc de certains parlementaires et le projet de loi, qui n'est pas encore connu dans son détail, du gouvernement s'oppose, c'est que le gouvernement irait plus sur un taux à 0,5%. Là où, avec un démarrage à 1,3 million de patrimoine ou 2 millions, bon, ça serait quelques différences, mais pas grand-chose par rapport à l'ISF tel qu'on l'a connu, là où le taux de 2% ne s'applique qu'à partir de 100 millions de patrimoine. Aujourd'hui, dans les décisions du Conseil constitutionnel, on a déjà eu des censures à 1,8% non plafonnés. D'accord. Mais, et c'est là aussi l'argument des députés, sans avoir un seuil d'entrée aussi élevé. Est-ce que introduire un seuil d'entrée très élevé aurait pour incidence de faire évoluer la jurisprudence du Conseil constitutionnel en la matière, tout en sachant qu'à ce moment-là, on retomberait dans un autre écueil, à mon sens, et qui me paraît quand même assez pertinent, celui de l'égalité devant l'impôt. Quand il y a un impôt qui est payé que par 200, 300, 400 foyers en France, est-ce que réellement on est dans de l'égalité ou est-ce qu'on est dans de l'opportunisme? Est-ce qu'il y a d'autres obstacles juridiques ou politiques, hormis ceci? En réalité, c'est moi ce que j'aime bien voir dans les textes de loi, c'est pourquoi on les fait. Et notamment, je fais une petite digression sur tout ce qui est niche fiscale, parce que c'est aussi un grand débat aujourd'hui, c'est les niches fiscales. Est-ce que supprimer une niche, c'est augmenter l'impôt? Je dirais, c'est une façon de voir le sujet, et je pense qu'on peut le voir d'une autre façon. Mais ce qui est toujours intéressant, c'est qu'il y a des niches fiscales qui ont été mises en œuvre il y a 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui aujourd'hui n'ont plus de raison d'être. Là, ici, c'est la même chose. C'est pourquoi on fait ce texte-là. Qu'est-ce qu'on cherche à couvrir? Si l'idée, c'est de résorber le déficit, c'est pas avec les quelques milliards, même 15 milliards version Zuckman, puisqu'il en a plus ou moins la paternité, c'est pas ça qui va répondre au problème qui est le nôtre. Si c'est juste dire on va financer tel type de dépenses, c'est un peu se cacher derrière son petit doigt, je pense en tout cas, qui est de dire non, le problème il est plus structurel. C'est comment est-ce qu'on répond à nos besoins d'investissement, à nos besoins financiers, à la fait de résorber la dette aussi et de compenser en réalité des politiques fiscales passées qui peuvent être discutables. En définitive, l'impact réel de cette mesure? L'impact réel de cette mesure, elle est toujours très difficile à estimer. Pourquoi? Parce que, on voit entre 15 et 25, si je reste sur cette proposition de loi, entre 15 et 25 milliards, autant dire qu'il y a toutes les possibilités entre les deux. Après cela, il y a les approches, en tout cas les stratégies qu'on appelle d'évitement, que les gens peuvent appeler d'évitement d'impôt, qu'on appelle évasion fiscale. Après, il faut voir l'évasion fiscale. Il y a l'évasion fiscale qui est légale et celle qui est illégale. Il y a un peu le côté péjoratif de ce terme, mais évasion fiscale, de prime abord, ce n'est pas une fraude. L'évasion fiscale, c'est simplement dire je suis en France et je pars vivre dans un autre pays, c'est de l'évasion fiscale. Mais si vous partez réellement vivre dans cet autre pays, il n'y a personne qui peut vous critiquer et personne qui peut venir vous réclamer de l'argent en la matière. Et donc la question, ça va être un peu quel est l'impact, parce qu'on nous dit oui, mais la politique fiscale ne fait évoluer qu'à 0,2, 3, 4% les départs hors de France. Oui, mais la question, c'est une question qualitative, ce n'est pas une question quantitative, je pense. Et si les personnes qui sont amenées à payer cette taxe ne sont plus là pour la payer, les 15-25 peuvent se réduire comme peau de chagrin, sans compter d'autres types de conséquences qu'on ne mesure pas ici. Ce sera le mot de conclusion. Merci Olivier Jeanneret. Je rappelle que vous êtes associé au sein du cabinet Arsène. Merci Arnaud. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de la complémentarité entre le règlement sur l'intelligence artificielle et le RGPD. Quelle articulation entre le RGPD et le règlement sur l'intelligence artificielle? On en parle tout de suite avec mon invité, Noé Marmonnier, avocat fondateur de NMA Law Firm. Noé Marmonnier, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on va parler ensemble de l'articulation complémentaire entre le RGPD et le RIA. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous présenter ce règlement sur l'intelligence artificielle? Alors, l'IA devient effectivement incontournable aujourd'hui pour les entreprises, avec une irrigation dans tous leurs secteurs, que ce soit dans le cadre de leurs produits, de leurs services, dans le cadre des process de recrutement. C'est un véritable enjeu de compétitivité et de croissance pour elles. Mais l'IA aussi
devient un enjeu de régulation, de compliance, avec l'arrivée du règlement sur l'intelligence artificielle. Donc ce règlement est le cadre harmonisé. Donc le règlement européen, cela mérite d'être souligné, est le premier cadre à vocation régionale et d'application générale pour réglementer l'intelligence artificielle au monde. À l'heure où les investissements en matière d'IA sont particulièrement conséquents, on l'a vu avec le sommet de Paris sur l'IA, également les investissements en provenance de l'extérieur de l'Union européenne, notamment les Émirats arabes unis à l'occasion du sommet de Paris, ou très récemment avec le déplacement du président américain dans le cadre de sa tournée dans les pays du Golfe, où des investissements très importants sont annoncés par ces pays dans les startups américaines sur l'IA. Donc, au niveau européen, l'entrée en vigueur du règlement s'effectue par paquet de dispositions avec un déploiement dans le temps. Depuis le 2 août 2024, la prochaine échéance sera le 2 août 2025 avec l'entrée en vigueur des autorités de contrôle harmonisées au sein de l'Union européenne. Alors, le RIA vient grossir les textes de compliance et présente un objectif qui est triple, qui est d'encadrer tout d'abord le déploiement de ces systèmes d'IA, également leur mise sur le marché et également l'utilisation qui en est faite au quotidien, vous comme moi. Alors, c'est une régulation par les risques, c'est-à-dire que le RIA prévoit 4 niveaux de risque avec l'apposition d'une couche réglementaire sur ces niveaux en fonction de la teneur du risque. Des obligations qui vont être renforcées quand les risques sont élevés. Exactement. Donc au niveau 0 du risque, c'est ce qu'on appelle le risque minimal. Donc le RIA ne prévoit pas de disposition spécifique. Et c'est un petit peu le sujet, puisque la plupart des IA au sein de l'UE sont concernés par ce niveau de risque. Donc on a souvent dit au niveau dans le déploiement de l'IA que les États-Unis innovaient, l'Europe régulait et les Chinois copiaient. L'acception pour l'Europe est moins vraie, puisque la majeure partie des IA sont concernées par ce risque zéro. La strate supérieure, c'est le niveau, on va dire, acceptable, c'est le risque limité. Donc c'est la première couche réglementaire avec une obligation de transparence pour les personnes, avec l'indication que vous êtes en train d'interagir avec une machine, avec une IA. Donc ça peut par exemple être du contenu génératif ou un chatbot que l'on retrouve sur la plupart des sites internet. Voilà. Ensuite, vous avez le risque élevé. Alors, c'est le paquet réglementaire le plus important sur l'IA, avec des IA qui vont concerner des domaines sensibles, notamment la santé, l'éducation et également les process de recrutement, qui sont un enjeu important utilisé par les entreprises. Donc, on a un paquet réglementaire plus important sur ce point-là, que l'on retrouve avec le RGPD, par exemple, avec une obligation d'auditabilité, de mise en conformité, une obligation également de transparence, avec de l'information à destination des personnes, et également des formalités déclaratives, avec une cartographie à réaliser. Donc, c'est véritablement la couche la plus importante, puisque bientôt les entreprises seront astreintes à obtenir un marquage CE pour ces IA à risque plus élevé. Ça veut dire quoi concrètement ? Elles devront réaliser une déclaration, il y aura un registre européen et elles devront s'inscrire et l'autorité européenne qui sera en charge délivrera un marquage CE, ce sera un label. On a vu la présentation du RIA, on va essayer d'aller plus loin. En quoi les exigences de ce règlement sont complémentaires du RGPD ? Alors, vous avez tout à fait raison de le souligner. Il y a une véritable complémentarité entre le RIA et le RGPD. Ça tient à l'essence déjà, même si vous voulez, de l'IA, qui est véritablement datavore. Elle a besoin de véritablement beaucoup de données, que ce soit des données personnelles ou des données qui ne sont pas caractérisées comme étant personnelles. Donc, dans ce cadre-là, le règlement prévoit des portes-fenêtres et des passages d'un point à un autre. Donc, tout d'abord, sur la philosophie de cette complémentarité, pour bien comprendre, les objectifs entre le RGPD sont distincts et le RIA, mais la finalité est convergente. C'est-à-dire que le RGPD va protéger les données des personnes,
les données personnelles des personnes qui sont concernées, des individus. Alors que le RIA va avoir une approche plus sécurisante afin d'apporter une dimension éthique à l'utilisation de l'IA. Alors, l'ensemble RIA et RGPD forment un cadre cohérent de la protection du numérique en Europe. Et la méthode de mise en conformité est une méthode qui est semblable, avec un processus d'auditabilité, avec la réalisation d'une cartographie, d'un registre, et également avec une obligation de transparence à destination des personnes concernées. Alors, est-ce que cette complémentarité, ça signifie qu'un système d'IA qui est conforme au règlement sur l'intelligence artificielle est automatiquement conforme au RGPD? Alors, il n'y a pas d'automaticité en matière de conformité. C'est-à-dire que la conformité ne naît pas toute seule, elle procède d'une démarche véritablement active. Certains systèmes d'IA n'auront pas besoin d'être mis en conformité avec le RGPD, tout simplement parce qu'ils ne vont pas intégrer des données personnelles. Donc ça, c'est un volet qui est établi. Mais je prendrai deux exemples pour illustrer cette absence d'automaticité. C'est dans la phase de développement d'un système d'IA, donc le fournisseur d'un système d'IA sera la plupart du temps considéré comme un responsable de traitement et devra déployer la conformité s'il utilise dans ce cadre-là des données personnelles. Dans la phase de déploiement, c'est-à-dire quand vous allez utiliser une IA, si vous injectez des données personnelles d'une personne dans une IA, vous devez préalablement recueillir le consentement de la personne auquel les données appartiennent. Donc, il y a ce dialogue entre les deux, mais il n'y a pas d'automaticité. Il faudra véritablement raisonner au cas par cas. Alors, une autre justement question. Pour les entreprises, il est essentiel de savoir quelle réglementation s'applique à quelle situation concrètement. Comment savoir quel règlement s'applique à tel cas? Alors, je vais vous donner 4 exemples issus de la pratique que nous avons eu à traiter. Donc, tout d'abord, c'est l'application du règlement sur l'IA tout seul. C'est-à-dire que le fournisseur d'IA ne va pas intégrer de données personnelles dans son système d'IA et va déclencher une IA simple pour le déploiement, c'est-à-dire une IA avec la couche réglementaire la plus limitée. Donc ça peut être par exemple un système d'IA appliqué à un logiciel de gestion des stocks, par exemple. Vous allez avoir également le deuxième niveau qui est une application du RGPD seul. Donc là, on a bien un traitement de données personnelles. On a soit aucune IA, soit une IA avec un seuil limité de risque. Donc, on peut, par exemple, prendre l'exemple d'un système de gestion de données dans le cadre d'études cliniques. D'accord. Voilà. On a également le troisième niveau, c'est l'application maximale. Donc, c'est-à-dire que vous avez une application concomitante du RIA et du RGPD. Donc, cela suppose bien entendu un traitement de données personnelles et une IA qui présente un risque élevé. Donc, on est très clairement dans le cadre des process de recrutement avec un logiciel de gestion de CV et de tri automatisé dans le cadre de recrutement. Et le quatrième niveau pour finir? Et le quatrième niveau pour finir, c'est l'absence de données personnelles et de briques IA, ou alors si on a une brique IA avec un niveau très limité, c'est par exemple, nous l'avons eu en droit aérien, un logiciel de simulateur de vol. On va conclure là-dessus. Merci Noé Marmonnier d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes associé fondateur du cabinet NMA Law Firm. C'est le moment de conclure cette émission. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.